Par exemple, quand les choses peuvent aller dans l'autre sens aussi, et les Britanniques ont récemment cessé de partager une partie de leur renseignements avec les États-Unis pour tout ce qui concerne leurs activités dans la mer des Caraïbes, parce que les Britanniques disent nous ne voulons pas être complices d'éventuels crimes de guerre que commettraient les Américains au large du Venezuela ou au Venezuela. Donc on voit aussi cette méfiance qui va dans les deux sens, parce qu'il y a un changement de régime à Washington. Ce ne sont plus ce n'est pas un gouvernement, une administration qui partage totalement nos valeurs et notre façon de voir le monde et les relations internationales. Donc, on a parlé des Allemands et des Britanniques, mais est-ce que nous aussi, on va être dans la rupture, nous, la France ? Écoutez, je ne sais pas ce que la France et les États-Unis partagent aujourd'hui en termes de renseignements, donc ce serait peut-être plutôt un des Français sur le plateau de répondre à cette question. Colonel, Margot, est-ce que nous aussi, on peut craindre la rupture et avec quelles conséquences avec les États-Unis sur ce partage d'informations ? Sur le partage d'informations, on est moins impliqué que les télé britanniques. On ne fait pas partie des Five Eyes. Mais les Allemands, par rapport aux Allemands ? Par rapport, mais les Allemands, encore une fois, les Allemands, c'est le bon élève. L'armée allemande a été créée par les États-Unis. L'armée allemande fédérale, créée en 1955, alors que les Européens, et particulièrement la France, étaient assez méfiantes. Les Américains ont dit non, l'Allemagne doit rentrer dans l'OTAN et elle aura sa propre armée. Et depuis cette époque, l'Allemagne a décidé d'être l'adjoint du shérif en Europe. Et donc oui, pour eux, c'est un camouflet incroyable de se couper complètement les relations. On pourrait rajouter la déclaration du secrétaire au budget qui annonçait que qui ne vendrait même plus des armes à l'Europe, alors soi-disant pour aider l'Ukraine. Donc on est une situation un peu étrange. Alors pour répondre complètement à votre question, on est quand même un peu plus autonome dans plein de domaines. C'est vrai que les commentaires ces dernières heures, c'était ça fait quand même un peu mal au cœur d'avoir cette impression d'angoisse et de fébrilité parce que on reçoit plus de coups de téléphone de Washington. Si je résume un peu de manière simple, ça donne une image de faiblesse, quoi. Washington ne répond plus, on est mal. De dépendance, oui. Mais c'est la réalité. En fait, il y a un revirement dans la politique américaine. Donald Trump a essayé de politiser les généraux américains, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ça a été énormément critiqué, notamment par des anciens de la CIA, des anciens généraux américains, qui ont dit que c'est le dernier verrou pour basculer dans une potentielle dictature. C'est ce qu'ont dit les généraux américains dans les médias américains. Ce qui est intéressant, c'est que quand Donald Trump et Pete Hegseth se sont adressés aux généraux américains, ils ont dit il faut faire attention à la dérive woke, c'était un des premiers préambules du discours, et le deuxième pan, c'était de dire il faut s'attaquer à la menace de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a surtout des priorités qui sont données au territoire américain. On l'a vu avec la garde nationale, notamment à Washington et à Chicago, sur des menaces d'immigration également qui ont été mises en place et pointées du doigt par Donald Trump. Et donc il y a un basculement de ce qu'est l'armée aux États-Unis, ce qu'elle incarne, est-ce qu'elle incarne la menace de l'extérieur ou la menace intérieure. Et là, Donald Trump a fait son choix. On avance avec cette question. Y a-t-il toujours plus d'espions russes qui arrivent chez nous ? Arrivent-ils par de nouveaux moyens sur le continent européen ? Attention, je divulgage, oui. On en apprend plus sur la manière dont les espions russes atteignent désormais nos frontières. Une histoire un petit peu folle, je le disais en introduction de l'émission, qui commence dans des immeubles ultra secrets du renseignement russe, qui se termine sur des cargos et des porte-conteneurs au large de nos côtes. Vous voyez ces images. Allez, vous allez tout nous raconter, Margot Haddad et Sergueï Janov, je vous salue, vous êtes avec nous, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement, auteur du livre L'éclaireur. Je file avec Margot Haddad pour aller un peu plus loin dans cette histoire. Margot Haddad, en fait, ça commence par l'histoire de 2 marins russes qui sont entrés dans notre espace maritime. Oui, c'est une histoire assez hallucinante, Amélie, et on se rend compte véritablement que la mer, c'est vraiment la faille européenne. L'OTAN le dit lui-même, la Russie domine actuellement les eaux maritimes, et c'est justement comme ça, et aussi de cette manière que les Russes profitent pour recruter des espions. Ils se sont dit, très clairement, il y a des cargos, on a cette flamme fantôme qui est un peu partout dans nos eaux européennes. Eh bien, on va essayer de recruter de cette manière-là. Et les espions, ce sont notamment des marins qui sont un excellent vivier pour l'espionnage russe, selon le ministère de la Défense britannique. Ce sont 2 hommes qui ont profité des contrôles douaniers un peu moins réguliers ces derniers temps. Le premier, il a été repéré à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, mais surtout à
Kaliningrad. C'est pour ça qu'on parle beaucoup sur nos plateaux de Kaliningrad et de son importance. C'est pourquoi les Russes ne veulent pas lâcher ce qu'on appelle une exclave puisqu'elle donne sur la mer. Et cet homme s'est dit, bien, je vais faire plusieurs escales. D'abord sur le site de stockage de Grangemousse, au port de Middlesbrough, pour essayer de voir à quoi ressemblent ces sites de stockage de carburant qui sont essentiels à nos armées. Et puis il s'est rendu également à Falkirk. Falkirk qui est une ville extrêmement intéressante puisque au Royaume-Uni, c'est une des villes qui va développer de nombreuses usines d'armement. Le deuxième homme, il a été repéré, lui, sur les bases militaires en Russie. Il embarque pour la Finlande, puis se rend dans le port de Torquay au Royaume-Uni. Et puis, il visite un site stratégique, le champ de tir de Lulworth. C'est une zone extrêmement importante puisque c'est précisément ici que les forces ukrainiennes se font entraîner par les forces britanniques. On le voit là d'ailleurs sur ces images en février 2023, Volodymyr Zelensky s'y était rendu, Amélie. Merci beaucoup Margot Haddad. Et donc Sergueï Girnov, dites-nous tout, comment une telle faille selon vous est-elle possible? Bon, trop compliqué par les airs, trop compliqué par la terre, on a quand même des frontières. La mer, c'est la faille désormais de l'espionnage? C'est pas forcément la faille, mais c'est un domaine qui présente énormément de facilité parce que déjà ces espions russes existent sur les bateaux russes et donc à ce moment-là c'est même une sorte de antenne de FSB ou de SVR flottant parce que le capitaine du bateau russe est au courant de la présence de ces espions sur ses bords. Lorsque ces marins signent des contrats avec les compagnies étrangères, vous savez, les bateaux, c'est un énorme territoire. Donc, vous pouvez embarquer avec vous tout un tas de matériel qui n'est pas forcément vérifié à chaque fois. Vous pouvez le cacher sur le bateau parce que même des douanes, des fois, ont du mal à le trouver. Mais ils cherchent surtout les choses qui sentent, ça veut dire les drogues. Et en fait, lorsque vous emportez pas les drogues, donc vous passez inaperçu. Et puis, c'est la masse énorme parce que la Russie, les marins russes dans le monde entier, c'est 10% des équipages des bateaux à l'international. Donc il y a beaucoup de Russes qui signent les contrats pour des compagnies maritimes étrangères. Et donc bien évidemment, le problème c'est après pour les services de contre-espionnage, y compris pour les services par exemple britanniques qui sont très puissants, c'est le nombre de personnes qui doivent travailler sur ces dossiers. En France, c'est la même chose. Vous savez, en Russie, donc la Russie envoie les espions qui sont sous la couverture de l'ambassade. Ceux-là, ils sont bien contrôlés puisqu'ils sont bien visibles en quelque sorte à la DGSI. Mais si vous prenez toutes les compagnies aériennes, toutes les compagnies maritimes, si vous prenez en plus tous les théâtres, tous les musiciens, etc., dans cette masse, vous pouvez en noyer autant d'espions que vous voulez. Et bien évidemment, noyer au sens figuré du terme. Oui, effectivement, vous l'avez dit, donc on avait préparé un petit carton, là, comme on appelle, nous, dans le langage, 10% des marins dans le monde sont russes. On parle des marins de la marine marchande, je crois, pour être tout à fait précise. Et le responsable de l'OTAN qui parle ces dernières heures dit les Russes dominent le secteur maritime, ce qui en fait une couverture idéale pour les espions de Moscou. On continue d'en parler en écoutant le patron de la DGSE, qui était notre invité il y a quelques semaines sur ce plateau. Sommes-nous pour eux? Quelle est l'ampleur de l'espionnage russe sur notre territoire? Regardez. La vraie nouveauté, Monsieur Rochebin, de ces derniers mois, c'est que ces opérations numériques s'appuient désormais sur des opérations physiques au sol, c'est-à-dire sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, opération physique? C'est-à-dire des agents russes? C'est-à-dire que non pas des agents russes directement, vous savez que les services, et lorsque j'ai été DGSI, et la DGSI continue aujourd'hui à porter un coup très important au dispositif de renseignement russe, il faut que nos téléspectateurs se rendent compte qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents d'espionnage qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent ce qu'on appelle par proxy, en payant, en rémunérant des sources, des opérateurs. C'est extrêmement grave. Sergueï Girnov, pour bien finir de mettre les mots sur les choses, les espions russes sont-ils plus nombreux, toujours plus nombreux, allez on y va, ces dernières années sur le sol français? Parce qu'ils arrivent à s'infiltrer de plein de manières différentes, parce qu'ils ont des systèmes peut-être aussi pour se protéger qui sont maintenant plus importants? Alors, la réponse à cette question est clairement oui. Poutine, déjà, vous savez, bien évidemment, les effectifs et les budgets des services d'espionnage sont secrets, mais il ne peut pas
tout cacher. Moi, j'ai travaillé dans le service, dans le QG de l'espionnage extérieur du KGB, qui est dans la région qui s'appelle Yassinevo, dans l'arrondissement de Moscou. Et donc, si vous regardez, ne serait-ce qu'avec Google Maps Yassinevo, vous constaterez que depuis 10 ans, Poutine a fait construire 3 nouveaux bâtiments dans le secteur opérationnel de ce site, ce quartier général du service d'espionnage. Il a fait construire aussi un nouveau quartier général pour le service militaire, la GRU, la Direction générale du renseignement militaire. Et donc, Poutine a multiplié par 2 déjà l'espionnage en général. Ça veut dire qu'au SVR, du temps de l'Union soviétique, il y avait 7000 personnes, maintenant il y en a 15. À la GRU, il y en avait à l'époque 15 000 personnes, maintenant il y en a 25. Et donc, bien évidemment, le nombre compte. Et la France représente une cible de choix, puisque la France a choisi la politique étrangère assez active et assez agressive par rapport à cette agression russe. Donc elle répond au coup pour coup à la Russie. Et la Russie, bien évidemment, cherche à déstabiliser et le pouvoir politique et le pouvoir militaire et les services, parce que, bien évidemment, M. Lerner, il a servi d'ailleurs d'abord à la DGSI, ça veut dire le contre-espionnage français. Il a parlé de 80 officiers de carrière des espions. Ce sont les espions qui sont à l'ambassade. Mais sur le territoire français, ils ne sont pas les seuls. Il y en a peut-être des centaines autres, y compris les espions, ce qu'on appelle les espions jetables. C'est ce qu'on a vu, c'est ce on voit les derniers temps. C'est les personnes qui sont recrutées, qui n'ont pas la formation que moi, par exemple, j'ai subie. Vous savez, moi, j'ai suivi l'Académie des renseignements extérieurs, 3 ans d'études, etc., etc. Ces espions-là n'ont pas ça. Donc, ils sont recrutés pour quelques dizaines de dollars ou d'euros pour faire les tâches ponctuelles, mais c'est toujours ça. Donc 2 types d'espions, les professionnels, est-ce que ceux que vous appelez les jetables ou bas de gamme aussi, je crois également. Colonel Goya, je vous vois prendre, soit vous faites des petits dessins sur votre carnet, soit vous prenez des notes. C'est pas incompatible, mais... Oui. Il fait des petits dessins. Non, mais vous pouvez ajouter une 3e catégorie, ce sont les agents retournés, c'est-à-dire les locaux que vous faites travailler à votre profit. Vous avez déjà été approché ou pas, colonel ? Oui. Mais directement par l'ambassade, je dirais même pas, c'est même pas une jolie femme, un truc comme ça, non, c'est... Vous avez résisté. Oui, j'aurais pas résisté, certainement, mais non, c'est un coup de fil de l'ambassade, me dit, tiens, est-ce que vous pouvez passer nous voir j'ai dit, ok. Ce serait pour devenir espion Voilà, non, ça commence pas comme ça, mais est-ce que vous pouvez, tiens, on fait un congrès à Moscou, est-ce que vous voulez y participer, on vous paye le voyage, etc. C'est peut-être, effectivement, dans ce voyage qu'il y aurait eu d'autres pièges. Donc ça commence comme ça, petit à petit, le retournement. Puis ça s'est arrêté là, puisqu'il y a eu une crise à ce moment-là, et on a viré tous ces gens-là de l'ambassade de France, et donc j'ai perdu mes contacts, et ça s'est arrêté là. Mais voilà, mais bien sûr, mais de manière générale, l'action clandestine, ça a toujours été une priorité de l'Union soviétique déjà, mais c'est là encore plus de la Russie. Ils sont obsédés encore plus par cette idée de l'action subversive clandestine, d'influence, d'espionnage, etc. Et n'oublions pas que le narratif de ces gens-là, c'est l'Union soviétique s'est effondrée par l'influence occidentale et par le jeu de la CIA. Et voilà, ils ont vu la main de la CIA partout, etc. Ils ont dit, voilà, on est tombé sans combattre. Et parce qu'on était sapés de l'intérieur. Et donc, maintenant, on me dit, c'est nous qui allons faire la même chose. Allez-y, Margot. Non, j'ai regardé tout à l'heure un article qui racontait que les Lettons, eux, faisaient une formation pour repérer les espions russes. Alors, ce que j'ai trouvé, et je trouve est fascinant, ils disent qu'ils ont une apparence avec une hygiène insuffisante, qui pose des questions indiscrètes. Ils ont souvent des tenues de sport. Ils se présentent souvent comme des travailleurs humanitaires. Ils ont parfois des cartes, des radios, des fournitures médicales. Ils ont une incohérence du discours. Parfois, si on trouve des touristes perdus en forêt, ça peut être des espions russes. Et que généralement, il fallait se méfier notamment de leur tenue. J'ai trouvé ça fascinant. Alors, si vous me permettez, j'aimerais réagir. Allez-y, puis je vois aussi j'aimerais réagir sur ça parce que j'ai passé une partie de mon été en Lettonie. J'ai même rencontré l'ancien chef du renseignement letton et je lui ai parlé de ce fameux document. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? Il m'a dit, c'est un fake
pour nous faire passer pour des imbéciles. C'était un fake. Ah bah ça a été relayé, hein. Alors c'est parce que mais personne par la presse lettonne. Oui, mais absolument. Et elle a dit, on n'a pas beaucoup parlé en Lettonie, donc c'est relativement passé sous le radar. Il savait que ça avait été repris notamment en France, mais il a dit c'est un fake parce que en gros ce document est tellement grossier qu'on va reconnaître des espions russes, enfin surtout des gens qui font du sabotage, parce qu'il faut quand même faire la différence entre les espions qui sont donc attachés à l'ambassade, entre les agents retournés et puis les gens qu'on envoie faire du sabotage. Mais ils vont pas se faire repérer en se lavant, en ne pas se rasant, en se lavant pas et en parlant comme des gros ours. Donc lui m'a dit que c'est un fake ce document. Sergueï Girnov, vous leviez même le doigt depuis chez vous, allez-y. J'ai la même réaction que Samantha. Ça veut dire que ça devient ridicule. Et justement, en fait, il faudra mettre en garde nos téléspectateurs que si jamais leur métier, ils travaillent avec les secrets d'État, avec les secrets militaires, avec les secrets économiques, en fait, les espions, ce sont les personnes les plus gentilles qui vont les aborder. Ce ne c'est absolument pas une personne avec un couteau entre les dents et avec une Kalachnikov qui va les aborder. D'ailleurs, vous êtes super sympa. Bah ouais, exactement, Sergueï. On a tout compris maintenant. Allez-y, continuez. Voilà, ça veut dire que c'est comme les escrocs. L'espion marche à la manipulation. Et la manipulation, ce n'est pas en fait le compromettre. Ça veut dire que ce n'est pas faire la pression négative sur vous, mais au contraire de vous faire plaisir, d'aller dans votre sens, de comprendre ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous manquez. Et donc l'espion va vous proposer ça. Donc il faut se méfier surtout des gens gentils. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. C'est terrible. Allez-y, Guillaume Roquette. Non, moi, ce qui me fascine, c'est cette description de nouveaux espions. Un qui passe par la mer, deux qui ne sont pas forcément des agents officiels. Et moi, je ferais volontiers le parallèle avec cette fameuse flotte fantôme. Vous savez, cette espèce de zone grise. On estime aujourd'hui que les 2/3 du pétrole russe sont exportés du pays par des navires avec des pavillons de complaisance, genre panaméens, qui sont parfois opérés depuis Dubaï. Donc, comme si les Russes étaient devenus beaucoup moins rigides que peut-être du temps de Sergueï et qu'ils arrivaient aujourd'hui à trouver des solutions un peu de contournement, y compris en pouvant trouver des marins qui se transforment en espions d'un jour, comme des bateaux qui ne sont pas russes, qui officiellement ne transportent pas du pétrole russe, mais qui en fait le font. Alors j'ai plusieurs questions. Une fois qu'ils sont arrivés dans nos ports, ils surveillent nos infrastructures, ils font quoi? Ils les testent, ces infrastructures? Quelles sont leurs missions potentiellement? Que peuvent-ils effectivement apporter au Kremlin? Ils peuvent faire du renseignement militaire, du renseignement tactique, et ils observent les bases, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les failles éventuellement qu'on pourrait exploiter au cas où. Si un jour, effectivement, il y a un affrontement et que ces ports sont utilisés pour envoyer des équipements dans l'est de l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de saboter, etc. Mais c'est quelque chose que les soviétiques faisaient. Ils recensent tous les sites militaires, tout ce qui a un peu d'intérêt, voilà, et puis ils observent. Donc c'est du renseignement, on va dire, tactique. Sans doute qu'avec les satellites, on peut faire à peu près la même chose, non? Moi, je mesure mal quelle est la valeur ajoutée d'un regard humain par rapport à la surveillance depuis l'espace. C'est énorme, c'est énorme, parce que le regard humain, il va repérer toutes les failles logistiques, les failles organisationnelles, le mec qui s'endort à son poste, c'est absolument énorme. Ouais. Sergueï Girnov, je pense, va pouvoir nous dire quel est l'apport du regard humain. Sergueï Girnov, vous qui l'avez... Tout à fait. En fait, ce n'est pas antinomique. Ça veut dire que l'espionnage se fait par plusieurs méthodes. Donc les satellites font leur travail, mais l'humain, il va repérer les failles humaines. Ça veut dire qu'il va regarder ce que le satellite ne le verra pas. Et il va regarder, par exemple, autour de cette base, dans quelle base les ouvriers, après avoir travaillé, vont aller dans quel restaurant, dans quel bar, dans quelle direction, quels sont les moyens qu'ils vont prendre. Tout ça, c'est l'agent sur le terrain qui va le voir. Est-ce, in fine, un front encore aujourd'hui sous-estimé, le front de l'espionnage, et par les mers notamment, cette faille potentiellement? C'est un front qui fait partie de ce qu'on appelle de manière très impropre, selon moi, toujours, la guerre hybride. Donc c'est cet affrontement sous le seuil. C'est un élément, c'est un axe d'effort, pour parler militairement, c'est un axe opérationnel. L'espionnage, puis à côté vous avez de l'influence, éventuellement ça peut tourner au sabotage, et tout ça, tous ces travaux sont là pour
préparer éventuellement des sabotages de plus grande ampleur, voilà, qui s'ajoutent à tout le reste, à l'influence politique, à la corruption, à tout. Il n'y a aucune limite, sinon l'imagination. Non, et puis il ne faut pas oublier les assassinats commandités qui ont lieu sur le sol européen. Je rappelle les deux utilisations d'armes interdites. Le polonium utilisé par des Russes pour assassiner Alexandre Litvinenko en 2006, et puis le Novichok utilisé pour assassiner Sergei Skripal, donc un ancien espion russe qui a fait défection au Royaume-Uni. Les deux membres du GRU, donc du renseignement militaire russe, qui ont fait cette tentative d'assassinat ont été repérés par des enquêteurs de sources ouvertes, par des journalistes. Et la chose qui les a trahis, c'est qu'ils avaient des passeports dont les numéros étaient consécutifs. Donc ce sont deux Russes qui sont arrivés au Royaume-Uni avec des passeports consécutifs qui ont été démasqués comme ça. Et ils ont commis un assassinat qui a tué un citoyen britannique qui a trouvé le flacon dans lequel il y avait le Novichok. Oui, donc autre conséquence. Et je voudrais maintenant vous soumettre cette image, et on continuera d'en parler dans les prochaines heures. Double image, ça se passe en ce moment. D'un côté, vous avez Emmanuel Macron avec le président chinois, il est en visite là-bas en Chine, Emmanuel Macron avec Xi Jinping. Et de l'autre côté, ces dernières heures, Vladimir Poutine est arrivé, lui, en Inde. Il est avec le président indien Modi. Votre analyse, est-ce qu'il y a d'un côté Emmanuel Macron qui tente de retenir, ralentir en tout cas la main chinoise, tandis que Vladimir Poutine, lui, tente, au contraire, d'accélérer le mouvement indien? Et surtout cette question, selon vous, qui a le plus de chances de réussite dans cette entreprise? Il faut savoir que Vladimir Poutine bénéficie de la position américaine avec les Indiens. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'avec cette histoire de droits de douane, il a tapé tellement fort sur les Indiens que les Indiens essaient de trouver un nouveau partenaire. Et donc ça ouvre... L'Inde va même accélérer. Voilà, ça ouvre une porte aux Russes qui cherchent, notamment dans cette région, de plus en plus de partenariats. Et là, Donald Trump, avec son histoire de droits de douane, alors qu'il a fait, on ne saura jamais si c'est pour soutenir l'Ukraine ou pas, qu'il l'a fait Donald Trump, parce que notamment c'était un pays tiers dans les économies qui commerçaient avec la Russie. Est-ce que réellement c'est le retour de bâton? Ça, ce sera intéressant de voir ça. Et on a écrit, vous voyez, Poutine, Xi, Modi, 3